Bienvenue dans Le Monde selon l'IFRI, un podcast de l'Institut français des relations internationales. Je suis Marc Ecker, directeur adjoint de l'IFRI et rédacteur en chef de la revue Politique étrangère. Je co-anime ce podcast avec Cathy Hamilton, chargée de projet à l'IFRI. Bonjour Cathy. Bonjour Marc, bonjour à tous. L'objectif de ce podcast est de vous donner un aperçu de la richesse de la production de l'IFRI et de transmettre des clés de compréhension du monde dans lequel nous vivons. Pour cet épisode, nous avons le plaisir de recevoir Marc Julienne, qui dirige le Centre Asie de l'IFRI. Il est docteur en sciences politiques et relations internationales de l'INALCO. À l'origine, il est spécialiste de la Chine, puis il a élargi ses compétences. Sa dernière publication, que vous trouverez sur le site de l'IFRI, est par exemple consacrée au programme spatial taïwanais. Marc Julienne, bonjour et merci de venir à ce micro. Bonjour Marc, bonjour Cathy. Bonjour. À la mi-novembre a eu lieu la conférence annuelle du Centre Asie. Elle portait sur les alliances dans l'Indo-Pacifique après l'élection américaine. Pourriez-vous, s'il vous plaît, essayer de synthétiser les principales leçons de cette conférence et nous expliquer ce que pourrait changer l'élection de Donald Trump dans la zone Indo-Pacifique ? Avec plaisir. Avant tout, merci pour votre invitation. Alors effectivement, on a tenu cette conférence annuelle mi-novembre, ce qui était très intéressant parce qu'on a fait venir des experts de toute la région, de Corée, du Japon, Taïwan, des Philippines. Et peut-être la première, le premier bilan que je peux faire, c'est que les Asiatiques sont peut-être moins inquiets que les Européens et sans doute à juste titre de l'élection de Donald Trump, puisque en Europe, c'est une question de sécurité immédiate, presque crucial, peut-être vital, si l'administration Donald Trump abandonnait le soutien à l'Ukraine. Côté asiatique, il y a quand même une circonspection, une certaine fébrilité à l'égard de l'arrivée de Donald Trump, mais peut-être que les Asiatiques sont finalement mieux préparés que nous le sommes. Ils ont sans doute mieux appris les leçons de l'administration Trump numéro 1, et donc ils ont fait évoluer leurs relations, leur stratégie de défense d'une part, leurs relations avec les États-Unis et leurs relations avec les autres pays de la région. Donc on a vu par exemple le Japon qui a tiré ses leçons et qui a fait évoluer sa politique de défense et son budget de défense de manière significative. Le Japon va doubler son budget de défense à l'horizon 2027 pour passer de 1 à 2% de son PIB. Les Philippines ont fait un virage aussi stratégique très significatif en 2023 en se rapprochant très fortement des États-Unis, mais aussi en développant des relations avec le Japon, avec les Européens, on pourra y revenir. La Corée également développe ses forces de défense et puis, et peut-être récemment, et on en a parlé lors de cette conférence, entrer dans un rapport de force peut-être avec les États-Unis en disant si on a la moindre crainte sur le soutien américain envers la Corée du Sud et donc qu'on se retrouve en vulnérabilité face à la menace nord-coréenne et éventuellement à la Russie et à la Chine, eh bien on se laisse la possibilité de développer des armes nucléaires. Donc c'est quand même pas un débat léger, un débat évident, mais qui existe de manière tout à fait désinhibée en Corée du Sud aujourd'hui sur la question de développer des armes nucléaires. Donc, il faut rappeler sur la Corée du Sud qu'il y a encore des dizaines de milliers de soldats américains sur place. Bien sûr, la plus grande base américaine à l'étranger d'ailleurs est à quelques encablures de Séoul. Et puis l'acteur le plus central en fait dans cette région qui est Taïwan est en fait presque paradoxalement ou en tout cas contre-intuitivement celui qui est le moins inquiet. Et ça, les spécialistes taïwanais nous le disent, même les officiels taïwanais nous disent que en réalité l'administration Trump 1 est celle qui a, de toutes les administrations américaines depuis 1979, à celle qui a le plus soutenu Taïwan, notamment en matière de vente d'armes. Et donc finalement, au vu des premiers profils que l'on sait qui ont d'ores et déjà été nommés dans la future administration Trump 2, eh bien il n'y a pas d'inquiétude particulière. Alors bon, Taïwan va quand même faire en sorte d'arrimer le partenaire américain, peut-être à travers notamment des achats d'armes américains. On sait que Donald Trump fonctionne de manière transactionnelle, donc ça permettra peut-être de renforcer cette coopération. Donc avec Donald Trump, et c'est vrai pour nous Européens également, il y a toujours quand même une marge d'incertitude très forte, et donc on va voir quand même comment les choses se déroulent à partir de janvier. Le deuxième bilan que je voudrais faire, c'est une interconnexion croissante entre le théâtre européen et le théâtre asiatique. Et c'est vraiment ce qui m'a marqué lors de cette conférence.
puisque on l'a vu ces dernières semaines, il y a eu l'envoi de troupes nord-coréennes en Ukraine, en Russie puis en Ukraine, ce qui montre là physiquement cette interconnexion avec l'implication de la Corée du Nord dans le conflit ukrainien. Et puis d'ailleurs, dans le sens inverse, ça se fait pas gratuitement, donc les Russes vont très certainement renforcer leur soutien à la Corée du Nord, probablement technologiquement et matériellement, peut-être en aidant le programme balistique ou nucléaire nord-coréen. Et ça, c'est évidemment très préoccupant pour les acteurs de la région. Et puis, il y a aussi... on pourrait parler de ces nouvelles pratiques sur le champ de bataille ukrainien qui sont regardées et analysées de manière très précise en Asie de l'Est, particulièrement à Taïwan, mais d'ailleurs aussi aux États-Unis, en fait, avec par exemple l'utilisation des drones de manière massive, qui est aujourd'hui intégrée dans les réflexions stratégiques et tactiques, en fait, opérationnelles à Taïwan, mais aussi aux États-Unis, puisqu'on a vu ces dernières années que les États-Unis ont fait évoluer leur capacité de dissuasion conventionnelle à l'égard de la Chine en produisant, avec un programme industriel, Replicator par exemple, en produisant très massivement des drones peu chers pour saturer l'espace en cas de conflit. Voilà, et donc je terminerai sur ce point en disant qu'avec cette interconnexion, ça pourrait justifier, en tout cas, ça devrait peut-être justifier beaucoup plus une densification des relations entre les Européens et les partenaires asiatiques. Donc la thématique du pivot vers l'Asie qu'on entend depuis maintenant une quinzaine d'années risque vraiment de se concrétiser, ce qui pour ces pays asiatiques que vous venez de citer est en fait une opportunité. Probablement, alors une opportunité, mais aussi beaucoup de risques. Donc il y a quand même une inquiétude très forte. Je disais qu'il y avait peut-être moins d'inquiétude que les Européens à l'égard de Donald Trump. Par contre, les Asiatiques, les Japonais en première loge, sont vraiment très préoccupés par l'évolution du contexte stratégique en Asie. Là-dessus, c'est une inquiétude qui est sincère. Effectivement, il y a eu le pivot vers l'Asie ou le rééquilibrage stratégique sous Obama. Bon, en réalité, même George W. Bush, en fait, avait voulu l'opérer, et puis, en fait, il s'est passé le 11 septembre 2001, donc ça a interrompu ces projets-là. Après le pivot, c'est Donald Trump, en fait, qui a concrétisé l'Indo-Pacifique. C'est pas lui qui l'a conceptualisé, ça nous vient du Japon. Et puis ensuite, un grand nombre de pays se sont inscrits dans le sillage de l'Indo-Pacifique, la France notamment en Europe. Et Joe Biden a poursuivi cette ligne-là, donc pareil, avec l'administration de Trump 2, je pense qu'on continuera dans cette logique-là, puisqu'on sait qu'aux États-Unis, démocrates ou républicains considèrent de manière très consensuelle que le défi essentiel et la rivalité essentielle du XXIe siècle, c'est la Chine. Vous venez de citer plusieurs exemples d'alliances ou interconnexions, mais qu'en est-il d'autres formes de coopération non occidentaux, voire anti-occidentaux ? Par exemple, on vient de voir au sommet des BRICS qui s'est tenu récemment à Kazan, Xi Jinping et Narendra Modi qui étaient aux côtés de Vladimir Poutine. Alors les BRICS, c'est très intéressant. Je trouve que le débat est assez polarisé, ou bien dans les analyses, on voit des positions très... pour dire que les BRICS, par exemple, sont une nouvelle alliance anti-occidentale, ou bien de l'autre côté, on va totalement dénigrer en disant que de toute façon, ils sont tellement incohérents, ils sont tellement hétérogènes que ça ne donnera jamais rien de concret. Je pense qu'il faut, comme toujours peut-être, avoir un peu de nuance et essayer d'avoir une position médiane. Les BRICS sont sans doute le symptôme d'une recomposition du monde, et je pense que particulièrement en Occident, il faut y être très attentif. Il faut surveiller ça de très près, et peut-être aussi développer un nouveau discours, un nouveau narratif pour mieux parler à ces pays du Global South, du Sud global, et peut-être mieux comprendre et mieux répondre aussi à leurs préoccupations et ce qui les pousse justement à se rapprocher de pays qui dominent cette coalition, ce forum, ce rassemblement qu'est les BRICS, et les grands leaders, ce sont évidemment la Chine, l'Inde et la Russie aujourd'hui dans cette nouvelle organisation. Donc, eux ont un agenda politique très clair, qui n'est pas toujours convergent entre eux, mais en tout cas, sur le reste des membres, aujourd'hui il y en a 11, sur le reste des membres des BRICS, il faudrait sans doute avoir une politique plus proactive pour s'adresser à eux. Sur le sommet de Kazan, il faut d'abord souligner que c'est un succès majeur de Vladimir Poutine, qui, il faut le rappeler, donc a un mandat d'arrêt international contre lui, donc peut
très difficilement se déplacer à l'extérieur du territoire russe. Et là, ce sont des chefs de gouvernement et d'État du monde entier qui sont venus à sa rencontre sur son territoire. Donc là-dessus, c'est quand même un succès diplomatique très fort dans le contexte que l'on connaît. Pour cette poignée de main et cette rencontre entre Narendra Modi et Xi Jinping, elle est elle aussi très importante, mais peut-être, sans vouloir la disqualifier, en tout cas très symbolique, parce que je ne pense pas que ça va changer la structure de la relation bilatérale entre la Chine et l'Inde aujourd'hui. Je m'explique, depuis 2020, il y a une crise quand même territoriale. Alors la crise existe depuis 60 ans, mais en tout cas, il y a eu un ravivement de ce contentieux territorial à la frontière entre la Chine et l'Inde, avec un conflit qui a été meurtrier, donc avec autour d'une vingtaine de morts des deux côtés. Et depuis, en 2021, il y a eu d'autres escarmouches violentes et parfois meurtrières sur la frontière. Donc, les Indiens ont été extrêmement choqués par cela et aussi par la progression très forte de l'armée chinoise sur la frontière et géographiquement au-dessus en fait du territoire, puisque c'est une chaîne de montagnes, au-dessus du territoire indien. Et donc les Indiens prennent ça extrêmement au sérieux et aujourd'hui la Chine est l'adversaire principal de l'Inde et même beaucoup plus que le Pakistan désormais qui a été relégué dans les menaces qui pèsent sur l'Inde. Donc peut-être que ça peut s'expliquer justement ce rapprochement, en tout cas ce rapprochement symbolique peut s'expliquer par le contexte où avec des situations difficiles intérieures en Chine et en Inde, un agenda aussi international extrêmement chargé de part et d'autre, et donc cette volonté peut-être d'apaiser, voire de suspendre ce contentieux afin de se concentrer sur d'autres problématiques plus intérieures. Mais là aussi, il va falloir rester vigilant. Et puis il y a aussi ce fameux mantra de la diplomatie indienne qui est le multi-alignement. Vous n'avez pas cité le terme, mais c'est vrai qu'ils ont un pied effectivement avec les BRICS, mais en même temps, ils sont très proches des États-Unis et puis d'autres pays occidentaux. Exactement, c'est la particularité de l'Inde, cette stratégie de multi ou de pluri-alignement que jusqu'à maintenant, elle arrive à maintenir de manière extrêmement habile, avec effectivement le partenariat avec les États-Unis qui est extrêmement fort, des coopérations avec l'Europe et surtout même la France très importantes, mais aussi avec la Russie. Alors la Russie de manière parfois un peu contrainte, puisque l'Inde a des dépendances très fortes sur le plan militaire et sur le plan énergétique vis-à-vis de la Russie, qu'elle ne peut tout simplement pas se couper du jour au lendemain. Mais là aussi, il faut être attentif quand même à ce que nous dit l'Inde. C'est pas seulement parce qu'il y a des dépendances. L'Inde a une position, enfin, ce que signifie ce plurialignement, c'est qu'il n'y a pas d'alignement absolu ni d'alliance avec la vision occidentale de l'ordre international et que l'Inde veut progressivement aussi peser dans cet ordre international selon ses conditions. Vous avez évoqué très brièvement dans votre première réponse la relation sino-américaine, relation qui va devenir structurante, qui l'est déjà pour les relations internationales. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Alors, on a vu que sous Trump 1, ces relations se sont vraiment tendues très fortement, mais qu'en réalité, ça s'est poursuivi sous Joe Biden. Qu'est-ce qu'on peut attendre de Trump 2 ? Est-ce qu'on va nécessairement vers une escalade ou est-ce qu'on peut être quand même un peu plus rassuré et optimiste ? Eh bien, ni l'un ni l'autre. Je n'utiliserai pas le terme d'escalade, mais je recommanderais... Enfin, pas de rassurance en tout cas en ce qui me concerne. Effectivement, Trump 1, c'est lui qui a lancé la guerre commerciale quand même, avec des tarifs extrêmement élevés. Pendant la campagne présidentielle, avant son premier mandat, il avait du China à tous ses discours. C'était la Chine qui volait les emplois américains, qui menaçait les États-Unis, etc., etc. Et donc effectivement, il a délivré, si je puis dire, avec une politique extrêmement brutale sur le plan commercial. Joe Biden a changé de méthode, a changé de style, bien évidemment, mais n'a pas changé la stratégie. C'est-à-dire que, encore une fois, je l'ai déjà dit, la Chine est le rival numéro 1 pour les États-Unis. Donc, le style et la méthode des démocrates ces 4 dernières années a été une approche beaucoup plus subtile et spécifique, focalisée sur les nouvelles technologies. Donc vraiment essayer de trouver les vulnérabilités les plus fortes de la Chine, ou en tout cas les endroits où il faudrait ralentir l'innovation et la progression chinoise. Et donc ces secteurs ont été identifiés.
Notre collègue Mathilde Vellier a travaillé là-dessus de manière très précise. Ce sont l'intelligence artificielle, le quantique, les semi-conducteurs et les biotechnologies. Et donc les États-Unis, n'ont pas retenu leur coup pour faire tout leur possible pour entraver le système d'innovation chinois dans ces domaines-là. Et donc les États-Unis sont allés très loin et continuent. En fait, c'est une stratégie progressive, incrémentale, qui continue de se développer. Et ce que je peux envisager, anticiper, au risque de me tromper avec l'administration Trump, c'est que on va maintenir cette stratégie très laser focus, en bon français, très spécifique, mais avec de nouveau la stratégie beaucoup plus brutale et beaucoup plus, je dirais, grossière de Donald Trump d'utiliser des tarifs massifs. Et c'est une stratégie qui est indiscriminée, qui peut d'ailleurs avoir des conséquences pour nous Européens, mais c'est la stratégie qu'il préfère. Il a dit que le terme tarif était le plus beau mot de la langue anglaise. Vous travaillez beaucoup sur Taïwan aussi, et une question qu'on vous pose sans cesse est celle d'une possible invasion de l'île par l'armée populaire de Chine. Est-ce que c'est une bonne manière d'aborder la problématique de Taïwan ? Je ne sais pas si c'est la bonne manière. On peut comprendre effectivement que c'est la question qui préoccupe les décideurs politiques, mais aussi les décideurs dans les entreprises, qu'elles aient des intérêts en République populaire de Chine, à Taïwan, au Japon, peu importe. Si une crise devait subvenir dans le détroit de Taïwan, ou dans cette région, même en mer de Chine méridionale, tout le monde serait impliqué. Et donc les Européens aussi très directement, puisque nos chaînes de valeur sont dépendantes, traversent l'Asie. Les routes commerciales traversent ce détroit que d'ailleurs tout le monde reconnaît en Europe et à travers le monde comme une route commerciale internationale. Donc en termes de droit maritime, on considère que ce sont des eaux internationales. Ce qui est préoccupant d'ailleurs, c'est que la Chine, depuis 2021, a fait évoluer son discours officiel en disant que le détroit de Taïwan était un espace de souveraineté. Ce qui là est préoccupant, parce qu'en termes de droit international, le seul espace maritime de souveraineté, c'est la mer territoriale de 12 nautiques, et le détroit fait au plus étroit 70 nautiques. Donc il n'y a pas de mer territoriale au milieu du détroit de Taïwan. Donc c'est la question que tout le monde se pose, c'est la question à laquelle il est très difficile de répondre et auquel il faut justement prendre beaucoup de précautions. Peut-être pour être synthétique, je dirais que le risque d'un conflit dans le détroit, il est relativement faible. Pourquoi ? Parce que les conséquences, je viens un peu de l'esquisser, les conséquences de ce conflit seraient incommensurables pour tout le monde et au premier chef pour la Chine. Parce que financièrement, c'est une opération qui serait un gouffre. Humainement, il y a quand même un risque de perte de vie humaine colossale. Rappelons que l'armée chinoise est extrêmement nombreuse, mais c'est globalement une armée de fils uniques. Donc il faudrait aussi avoir un soutien de la population qui sont prêtes à envoyer leur fils unique dans ce conflit. Et puis aussi une question d'image internationale, et aussi l'opération en elle-même serait très difficile. Il faut d'abord déjà envahir Taïwan, mais après il faut maintenir la sécurité, la stabilité sur place, ce qui ne serait pas chose facile. Donc ça semble quand même une opération très compliquée pour laquelle la Chine n'a pas encore toutes les capacités militaire pour l'entreprendre. Bon, cela dit, ces lacunes capacitaires seront comblées dans les quelques années qui viennent. Maintenant qu'on a dit ça, que effectivement ça semble irrationnel, bon, c'est ce qu'on disait également avec Vladimir Poutine avant l'invasion de l'Ukraine. Maintenant qu'on a dit ça, ce risque, même faible, aurait des conséquences tellement incommensurables pour la communauté internationale, que je pense qu'on soit décideur politique, décideur au sein d'une entreprise ou simplement observateur et chercheur comme nous le sommes, doivent se poser la question de manière extrêmement sérieuse, voire se préparer à des scénarios de contingence que l'on essaye de faire également ici à l'IFRI. Parce que, encore une fois, c'est le bouleversement régional, c'est le bouleversement du commerce international, et puis il y aurait un risque d'escalade extrêmement important, puisque la Chine est une puissance nucléaire, les États-Unis sont une puissance nucléaire, et on peut raisonnablement penser que les États-Unis, quelle que soit l'administration d'ailleurs à Washington, on peut raisonnablement penser qu'il y aura un soutien militaire très direct des États-Unis auprès de Taïwan.
Peut-être qu'à partir de cette question de Taïwan, et puis vous avez évoqué la question de la rationalité, ce qui amène à s'interroger justement sur l'idéologie qui peut exister en Chine continentale sur ce sujet-là, peut nous amener justement à parler des questions internes en Chine et de l'évolution idéologique, politique, mais aussi économique à l'intérieur de ce pays. Donc si vous pouvez nous dresser un peu un panorama de ces évolutions, ce serait extrêmement intéressant, peut-être en démarrant sur la question taïwanaise et puis ensuite en élargissant. Oui, la question taïwanaise est une parfaite transition parce que sur la rationalité, que moi j'essaie d'évacuer justement de l'analyse, parce qu'en fait la rationalité, finalement elle est subjective et il n'y a pas une seule rationalité. Donc la nôtre ne s'appliquera pas forcément à Xi Jinping, à l'individu Xi Jinping. Et donc justement, l'un des facteurs pour moi, pour anticiper ou suivre la situation dans le détroit de Taïwan, le facteur qui m'intéresse le plus, c'est pas le seul, loin de là, mais c'est la situation intérieure en Chine, la situation économique, la situation sociale qui est liée, la stabilité politique et notamment l'assise du Parti communiste. Et donc justement, si Xi Jinping devait se sentir pour une raison ou une autre menacé, vulnérable à l'horizon du 21e congrès du Parti communiste qui aura lieu à l'automne 2027, eh bien, peut-être que Taïwan pourrait constituer une sorte de diversion pour des affaires intérieures, peut-être un bilan qui ne serait pas totalement positif. Je vais y revenir. Et donc, c'est là, en fait, que sa rationalité à lui peut être une rationalité finalement très égocentrique de maintien au pouvoir et peut-être de protéger, de préserver ses propres intérêts. Oui, pardon, mais est-ce qu'il ne définit pas Taïwan, la réunification, je ne sais pas si d'ailleurs c'est le bon terme, comme son grand objectif stratégique à la tête de la Chine ? Alors, il a eu des déclarations qui peuvent laisser penser ça. Alors, il a quand même ménagé justement une certaine ambiguïté stratégique pour ne pas donner une date et un objectif très clair. Ce qu'il a annoncé dès son arrivée au pouvoir en 2012, c'est que son rêve, le rêve chinois de renaissance de la nation, ce serait que la Chine redevienne là où une grande puissance mondiale à l'horizon 2049, c'est-à-dire le centenaire de la République populaire de Chine. Et donc, il est assez naturel que pour que la Chine redevienne dans son esprit cette grande puissance d'antan, celle qui a décliné à partir du XVIIIe siècle, eh bien, il faut que la Chine soit unifiée dans sa globalité. Donc, Mao, en remportant la guerre civile contre les nationalistes en 1949, a déjà fait une grande partie du travail des réunifications avec le Xinjiang, puis avec le Tibet en 1950. Deng Xiaoping a, de manière beaucoup plus diplomatique, réussi à récupérer Hong Kong avec un traité signé avec le Royaume-Uni, enregistré à l'ONU. Bon, pour le coup, avec un pays de système, le principe qui prévalait. Et puis là, pour le coup, Xi Jinping veut probablement être celui... En tout cas, c'est les signes qu'il envoie. Je ne l'affirme pas, il ne l'a pas dit explicitement, mais les signes qu'il envoie, c'est que lui, il souhaite un peu terminer le travail. Il l'a fait avec Hong Kong, puisqu'il y avait un pays du système aujourd'hui, factuellement, ce principe n'opère plus. Et donc, effectivement, Taïwan, il n'y a jamais eu une coercition de la part de la République populaire de Chine aussi intense sur Taïwan, qui, à mon sens, n'est pas simplement de la gesticulation militaire, n'est pas simplement de l'intimidation, comme on peut l'entendre. Il y a une part d'intimidation, certes, mais les incursions aériennes, navales et les exercices militaires de grande ampleur que l'on voit tout autour de l'île et qui se multiplient, il y en a eu 2 en 2024, il ne faut pas sous-estimer cela, sont des véritables entraînements pour les pilotes, pour les marins, pour les opérateurs de missiles balistiques. Ce sont des véritables entraînements pour de potentielles actions futures. Donc, on ne sait pas précisément, mais c'est sûr qu'il a envoyé des signaux. 2049, un signal aussi beaucoup plus proche, c'est celui de 2027, puisqu'il a donné l'ordre à l'armée populaire de libération, dont il est le chef suprême, d'être prête à mener un combat de haute intensité à l'horizon 2027, ce qui là aussi est une date symbolique, puisque ce sera le centenaire de l'armée populaire de libération. Donc, il faut lire entre les lignes, il faut lire dans les feuilles de thé, si je puis dire, pour essayer de voir quels sont les objectifs. Et puis après, ces objectifs dépendront aussi de ses propres capacités encore une fois intérieures, économiques, et capacités militaires, en termes de capacité à déployer et de capacité aussi à opérer, à mener une guerre.
Vous avez beaucoup travaillé sur l'armée chinoise. Peut-être que vous pouvez juste nous décrire rapidement, notamment le build-up, comme on dit, la montée en puissance de la marine. Parce que ça, c'est très frappant du point de vue français quand on voit les quantités qui sont en jeu. Oui, alors la marine a vraiment fait l'objet d'efforts très substantiels au cours des années 2000, surtout dans la première décennie 2000. Et donc, il y a eu une montée en puissance très très forte avec une construction navale effrénée. Ce qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, la marine chinoise commence à monter dans les classements mondiaux. Les Américains nous disent qu'elle est même la première marine mondiale en termes de coques, en termes de nombre de bateaux, ce qui est un indicateur comme un autre, puisqu'en réalité, peut-être que l'indicateur en termes de puissance militaire, c'est plutôt le tonnage plutôt que le nombre de bateaux. Et en termes de tonnage, les Américains sont toujours largement devant, mais on choisit les indicateurs que l'on souhaite. Et donc, il y a aussi une montée en puissance. Donc, on a vu par exemple dans le haut du spectre avec les porte-avions. D'abord, la Chine a racheté un vieux porte-avions soviétique à l'Ukraine, le Varyag, qui est devenu le Liaoning, et puis ensuite, elle a développé les siens propres, donc deux en l'occurrence, le Fujian et le Shandong, qui sont tous un peu différents et qui permettent à la Chine de progresser dans les technologies militaires. Elle a eu aussi des difficultés dans l'armée de l'air, dans la propulsion aéronautique, mais elle semble progressivement, même si ça aura pris 30 ans, de combler des lacunes capacitaires et surtout technologiques dans ce domaine. Et puis un domaine dont on parle un peu moins, qui est un peu moins peut-être visible, mais c'est le domaine des missiles balistiques et qui est sous-estimé, alors que, à mon sens, c'est probablement le domaine des forces armées chinoises qui est le plus avancé. Parce que la Chine a commencé à travailler sur les missiles balistiques dès les années 50, dans le cadre de son programme de dissuasion nucléaire. Et en fait, elle n'a jamais cessé d'investir et de progresser dans ce domaine, y compris dans les pires heures de l'histoire de la République populaire de Chine, sous le grand bond en avant, la révolution culturelle, d'un des moments où la Chine était ruinée et qu'il n'y avait plus justement de budget pour justement construire des bateaux, des avions. Mais le programme balistique a été préservé, ce qui fait qu'aujourd'hui, en fait, la Chine a l'un des programmes balistiques les plus développés, les plus complets au monde. Vous avez cité à plusieurs reprises la situation interne, économique et sociale de la Chine. Qu'en est-il aujourd'hui ? Alors effectivement, c'est un domaine dans lequel il y a qui questionne le plus, puisque l'économie chinoise qu'on voyait florissante il y a encore peu de temps et qu'on envisageait comme la Chine devenir la première puissance économique mondiale dans un horizon proche, probablement avant la fin de la décennie. Aujourd'hui, la situation est tout autre. Et d'ailleurs, il y a même peu de chances que la Chine dépasse les États-Unis sur le plan économique. En tout cas, quand on voit l'économie chinoise aujourd'hui qui fait face à des défis structurels qui sont très importants. Pour là aussi être synthétique, l'économie chinoise fonctionnait depuis une trentaine d'années, depuis la réforme la réforme et l'ouverture de Deng Xiaoping au début des années 80, donc en fait depuis une quarantaine d'années, sur deux moteurs, les exportations, puissance industrielle et manufacturière, et sur l'immobilier qui était alimenté par un crédit quasiment infini. Et aujourd'hui, l'un de ces deux moteurs, l'immobilier, est totalement à l'arrêt. On a vu ces crises depuis 2020 avec des cas qui ont été très médiatisés comme la société Evergrande qui a fait faillite. Et donc, c'est quand même, ça représentait près de 25% du PIB chinois, l'immobilier, quand même. Et donc, aujourd'hui, il est totalement à l'arrêt. Donc, il y a des problèmes aujourd'hui d'emploi également, particulièrement chez les jeunes. Alors, il y a une situation un peu paradoxale, c'est que la Chine est un pays avec un vieillissement de la population extrêmement accéléré, qui veut faire une transition, justement, d'une puissance industrielle, manufacturière, vers une puissance des services et des nouvelles technologies. Donc, c'est là où il y aurait le plus d'opportunités pour des jeunes diplômés, et pourtant aujourd'hui ce sont les jeunes diplômés, les 16-24 ans, diplômés parfois des plus grandes universités chinoises, qui peinent à trouver du travail aujourd'hui. Donc il y a une question de la dette aussi qui est très importante, la dette à la fois du gouvernement central, des gouvernements locaux, mais aussi des entreprises qui pèsent sur l'économie. Et peut-être quelque chose qui est dû au Covid, qu'on n'a pas évoqué, mais quand même la Chine a été entièrement fermée pendant 3 ans, jusqu'à fin de 2023. Et il y a eu probablement une perte de confiance importante chez les ménages, chez les citoyens chinois, et aussi dans les entreprises chinoises privées, entreprises étrangères. Et donc, en fait, c'est une sorte, tout ce que je viens un peu de lister de manière un peu désordonnée, c'est autant de facteurs qui
crée en fait une sorte de cercle vicieux et une pression sur l'ensemble de l'économie, puisque avec peu de confiance, on a tendance à épargner plus et à consommer moins. La consommation était déjà un indicateur qui était historiquement très bas en Chine. Et donc, sans consommation forte, eh bien, ce marché qui fait rêver les investisseurs étrangers d'1,4 milliard d'habitants, eh ben, en fait, ne sert pas à grand-chose. Et donc, aujourd'hui, la Chine continue de ne pas pouvoir se passer des exportations, alors même qu'elle a un marché immense. Et donc, ce qui m'amène d'ailleurs à une problématique sur lesquelles on va sans doute venir européenne, c'est qu'en fait la Chine a absolument besoin, c'est vital pour elle d'exporter. Et donc c'est pour ça qu'elle produit massivement, ça lui permet de produire de la richesse. Qui dit produire de la richesse dit stimuler parfois donc un peu artificiellement son taux de croissance, son PIB, la croissance de son PIB. Donc là, l'objectif est de 5% encore cette année. Et donc, c'est pour ça que, par exemple, sur l'un des contentieux aujourd'hui avec l'Union européenne, qui est celle le contentieux des véhicules électriques, eh bien, la Chine, en fait, produit massivement des voitures sans vraiment avoir une demande, sans avoir des clients immédiatement, mais pour pouvoir les exporter parce qu'elle a besoin de produire et elle a besoin d'exporter. Justement, pour revenir sur cette question européenne, on sait que l'Union européenne, en 2021, a adopté une stratégie Indo-Pacifique et que la France l'avait fait 2 ans plus tôt. Quel bilan peut-on tirer de ces stratégies en 2024 ? Alors effectivement, la France a été moteur dans la réflexion européenne sur l'Indo-Pacifique. La France a publié sa stratégie en 2019 et puis elle a réussi, là, pour le coup, je pense qu'on peut mettre ça au crédit de la France, en tout cas du gouvernement, d'avoir pu convaincre d'autres États européens de s'inscrire dans ce sillage Indo-Pacifique. Ce qui n'est pas évident en fait pour tout le monde, parce que pour la France, c'est plutôt clair. La France est une puissance de l'Indo-Pacifique. Elle a des territoires, elle a une population dans l'océan Indien, dans l'océan Pacifique. Elle a des intérêts, elle a une zone économique exclusive à préserver, à protéger. Mais pour un certain nombre des 26 de nos partenaires européens, c'est moins évident. Et ça rejoint notre discussion tout à l'heure sur Taïwan et sur l'instabilité dans cette région du monde qui peut avoir des conséquences directes sur le commerce, sur les chaînes de valeur et donc sur l'industrie, sur l'économie européenne. Et je pense que c'est pour ça qu'un certain nombre d'États ont considéré que oui, effectivement, il y avait une montée du risque dans cette région du monde, dans cette région que l'on appelle Indo-Pacifique, où on pourrait situer le centre névralgique en gros en mer de Chine méridionale, la confluence entre l'océan Indien et l'océan Pacifique. Et donc certains pays européens ont adopté, donc on est quand même toujours pour le moment dans une approche qui prend son temps, mais qui va dans le bon sens, en tout cas dans le sens de plus d'Indo-Pacifique en Europe. Donc après la France, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Lituanie par exemple, ont publié leur propre stratégie Indo-Pacifique. L'Union européenne, à travers la Commission, a elle-même publié sa propre feuille de route Indo-Pacifique. Alors malheureusement, Ursula von der Leyen a publié, a annoncé cette stratégie le 15 septembre 2021, qui était le jour où AUKUS, cette coalition entre l'Australie, le Royaume-Uni et les États-Unis a été annoncée. Donc finalement, cette annonce qui avait été comme un coup de tonnerre à la fois en Asie, mais en Europe et particulièrement en France, a finalement évacué un petit peu la stratégie européenne. Mais donc l'Europe a une vision, a une feuille de route pour l'Indo-Pacifique. Alors au-delà de la vision, quels moyens, quelles actions ? Alors voilà, c'est là où la conversation, la discussion devient plus difficile, c'est qu'à un moment, effectivement, il faut se doter des moyens pour atteindre ces ambitions. Alors, je pense là aussi que le constat, consensuellement, parmi les spécialistes, parmi les chercheurs, c'est que on est très très loin du compte. On est très très loin du compte en termes de budget, on est très très loin du compte en termes de moyens matériels. Même si ça progresse, par exemple, la France ne va pas augmenter quantitativement ses capacités sur place, par contre, elle va les moderniser. Donc, par exemple, les bâtiments de la Marine nationale basés dans le Pacifique et dans l'océan Indien vont être modernisés. Donc, ce sera des bâtiments qui auront une plus grande capacité opérationnelle, qui seront plus modernes, mais il n'y en aura pas plus, en tout cas, à court terme. Pour quand même donner une petite note optimiste et pour voir le verre à moitié plein, et c'est quelque chose qui est, je trouve, sous-estimé dans le débat public aujourd'hui, et pour sans doute de très bonnes raisons d'ailleurs, c'est que on
on sous-estime parfois le fait que les Européens sont quand même de plus en plus présents dans cette zone Indo-Pacifique. Présents par la diplomatie, par les relations économiques, mais aussi sur le plan militaire. Et donc, ces derniers mois, et j'ai pu l'observer moi-même très directement, comme ma collègue Céline Pajon, nous avons embarqué sur une frégate de la Marine nationale, la Freme Bretagne, en mer de Chine méridionale, et puis pour ma part, jusque dans le Pacifique, jusqu'à Guam. Et donc, sur place, en fait, on voit, il y a des exercices tout le temps avec les puissances régionales. Aller là-bas, c'est mieux comprendre la région, c'est mieux comprendre cet environnement, l'environnement au sens naturel, mais aussi l'environnement géopolitique. Et puis, c'est mieux comprendre et mieux connaître nos partenaires sur place, donc les Philippines, le Japon, etc. Et nos nouveaux partenaires. L'Inde, par exemple, est un partenaire sur lequel on développe des relations fortes. Et donc, c'est très important parce que ça fait partie d'une sorte de signalement stratégique, ça fait partie du développement de nos partenariats, de nos relations avec les pays sur place. Et ces derniers mois, depuis courant de l'été par exemple, on avait simultanément dans cette zone-là les Italiens, avec quand même un porte-avions, le porte-avions Cavour qui était là avec son groupe aéronaval, dans lequel d'ailleurs la Freme Bretagne a patrouillé pendant un certain temps. Il y avait les Néerlandais qui étaient présents, il y avait les Allemands, donc les Français, et j'oublie sans doute encore une ou deux nations. Le fait est que voilà, simultanément, on avait un certain nombre de nations européennes qui étaient présentes et qui, quand les conditions le permettaient, ont travaillé ensemble, ont coopéré dans cette région bilatéralement ou multilatéralement avec d'autres puissances régionales. Bientôt, le porte-avions Charles de Gaulle et son groupe aéronaval va lui-même, donc va finalement quelque part prendre la suite. Je ne sais pas à quel point il y a une coordination, mais la suite des Italiens pour se diriger justement vers la région Indo-Pacifique. Donc, on a vu aussi une montée en puissance pour ce qui concerne la France, du nombre de bâtiments, et bâtiments souvent de premier rang, donc les plus gros tonnages et les bâtiments les plus performants de la Marine nationale allaient de plus en plus vers cette région du monde. Il y a eu la Lorraine en 2023, la Bretagne donc en 2024, et puis donc là, un groupe aéronaval entier qui va aller dans cette région du monde. Donc je pense que c'est positif en termes de signalement, en termes des signaux que l'on peut envoyer aussi à nos partenaires, en termes aussi de concrétiser un peu justement au-delà de textes de doctrine sur l'Indo-Pacifique, montrer qu'on met les moyens aussi pour se rendre dans la zone, pour développer nos partenariats et pour être capable d'opérer dans cette zone-là de manière professionnelle. Marc Julienne, merci beaucoup d'avoir participé à ce podcast. Chers auditeurs, nous vous recommandons chaudement de lire les publications du Centre Asie sur le site internet de l'IFRI. Par ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner au Monde selon l'IFRI sur votre plateforme préférée et à suivre l'Institut français des relations internationales sur les réseaux sociaux. À bientôt pour un prochain épisode. J'ajoute quand même un tout dernier mot pour vous dire que les prochains épisodes auront lieu sans Cathy Hamilton qui quitte l'IFRI pour voguer vers d'autres horizons. Cathy, merci. Vraiment merci d'avoir co-animé une vingtaine d'épisodes de ce podcast avec moi. Je vous souhaite beaucoup de chance et de réussite pour vos nouvelles aventures. Merci Marc et merci à Dimitri Van Buren, notre responsable de com qui met tout ça en place. Merci à tous.